Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Raphaëlle Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. La Maison du développement durable est un carrefour d'échange, de réflexion, d'innovation sur le développement durable, mais c'est aussi un bâtiment écologique au cœur de Montréal qui soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion de bureaux qui est dans un bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle Construction, le premier de ce niveau de certification au Québec. On anime aussi une programmation d'événements qui nous rassemble justement aujourd'hui pour permettre aux acteurs de changement de se rencontrer, de se regrouper et amplifier les impacts de leur action par la collaboration. On est donc très content de vous présenter l'événement La finance responsable, comment s'y retrouver, le parcours du militant, qui est organisé en collaboration avec la Caisse d'économie solidaire des Jardins. On est en direct sur Zoom en mode réunion. Comme vous voyez, on peut tous se voir avec nos caméras si vous le souhaitez. On est également en Facebook Live sur la page Facebook de la Maison du développement durable et sur la page Facebook de la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Je vous mentionne ça parce que lors de la seconde partie de l'événement, vers environ 12h30, 12h35, notre conférencier prendra le temps de répondre à vos questions et qu'il y a donc différentes façons pour vous de poser ces questions-là, passer des commentaires. Si vous êtes sur Zoom, deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez lever la main au moment de la période de questions et notre animateur va pouvoir vous donner le droit de parole pour que vous puissiez activer votre micro à ce moment-là, poser de vive voix votre question. On vous demande quand même d'être concis pour être sûr qu'on a le temps de répondre à plusieurs questions pendant cette période-là, la deuxième période de l'atelier. Il est aussi possible de nous écrire vos questions en joignant le chat ou la section converser si vous êtes en français. Puis on va alterner des questions par écrit et de vive voix. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à participer au fil de discussion en écrivant un commentaire puisque ça va être également rapporté à notre conférencier sur Zoom. Donc, notre conférencier aujourd'hui, Francis Paquette, je ne le présente pas trop dès maintenant parce qu'on va parler de lui dans quelques minutes. On va le recevoir pour démystifier certaines stratégies de placement, d'explorer des sources d'informations fiables, en plus d'avoir la chance qu'il réponde à nos questions sur l'investissement responsable. On est également enchanté d'avoir Christian Corbeil, qui est directeur général d'Options Consommateurs, qui va ouvrir l'atelier par un court mot d'introduction. On débute donc maintenant. Je cède la place à Martin Viard-Nombré, qui est directeur développement stratégique à la Caisse d'économie solidaire des Jardins et il est notre animateur aujourd'hui. Donc, à vous, Martin. Merci beaucoup à tous d'être là et bon événement. Juste réactiver le micro, Martin Pierre. Ah, bon, on va s'habituer. Donc, je disais merci Raphaël, merci à la Maison de développement durable de nous accueillir pour cette activité. Et sans plus tarder, donc, je vais vous donner le déroulement de notre heure à passer ensemble. Dans un premier temps, donc, notre invité spécial, Christian Corbeil, directeur du développement de Options Consommateurs, va nous présenter donc notre invité Francis, qui va donc livrer le contenu donc, de son message pendant une trentaine de minutes. Par la suite, nous aurons une période de questions et nous allons conclure donc ensemble. Donc, sans plus tarder, étant donné qu'on est déjà 12h05, je vais laisser Christian donc nous présenter notre invité. Merci Christian. Vas-y. Bonjour tout le monde. Mon nom est Christian Corbeil. Je suis directeur général d'Options Consommateurs. Options Consommateurs, c'est une association à but non lucratif créée en 1983 qui a pour mission d'aider les consommateurs et de défendre leurs droits. Chaque année, Options Consommateurs offre des services d'aide directe à la population des quartiers centraux de Montréal ou encore à l'ensemble des consommateurs québécois, que ce soit par l'entremise de consultations budgétaires, d'activités d'information et de sensibilisation par le programme de microcrédit près de quartier. Nous offrons un soutien tangible aux consommateurs les plus vulnérables. Nous offrons aussi un service d'information juridique afin de répondre aux questions des consommateurs québécois sur leurs droits et leurs recours. De plus, on fait également des représentations auprès des décideurs pour défendre les intérêts des consommateurs. Enfin, nous diffusons chaque année des recherches sur les sujets de l'heure en consommation, en plus d'être actifs dans les médias. Comme mentionné, à la question des finances personnelles,
comme mentionné, la question des finances personnelles des consommateurs est au cœur de notre mission. On est un NACEF à la base. Les personnes qui font appel à nous vivent des situations difficiles et complexes. Elles éprouvent des difficultés à gérer leurs finances personnelles et à faire valoir leurs droits. Lorsqu'elles entrent en contact avec notre équipe, elles sont dirigées vers nous, c'est-à-dire nos services budgétaires et juridiques, où elles sont écoutées, rassurées et conseillées. En matière budgétaire, nos interventions ne se limitent pas seulement à appliquer des notions de comptabilité, mais elles visent surtout à donner à la personne du contrôle sur sa vie, de lui permettre de prendre des décisions qui touchent directement à son quotidien et de l'aider à développer un sentiment de compétence. Le fait d'aider les gens à avoir un meilleur contrôle sur leurs finances personnelles les aide également à prendre des décisions non seulement basées sur le légal, mais qui correspondent aussi à leurs valeurs. La finance responsable est à cet égard un moyen de combiner les valeurs de la consommation responsable et du développement durable tout en faisant fructifier ses avoirs. Sur ce, je laisse maintenant la parole à l'invité du jour, M. Francis Paquette, planificateur financier et spécialiste en investissement responsable à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Merci Christian, merci Martin-Pierre, merci tout le monde de la Maison du développement durable et un merci spécial aussi à mes collègues de la Caisse qui vont se reconnaître, qui m'ont aidé dans la préparation de l'atelier d'aujourd'hui. Je vais aller me cacher derrière la présentation et je vous retrouve en visuel à la fin pour la période de questions. Pardon. Bon, je pense que tout le monde devrait voir la présentation. Donc, la finance responsable, comment s'y retrouver. Le parcours du militant. Le parcours du militant, celui qui a des valeurs, qui a des convictions. Pour cette personne-là, le parcours vers une gestion responsable de ses finances, ça peut parfois être parsemé d'embûches. Petite présentation de la Caisse d'économie solidaire, de notre mission, pour ceux qui nous connaissent moins ou qui nous connaissent pas. La Caisse d'économie solidaire, on est une caisse Desjardins. Mais Desjardins étant une fédération, ben, chaque caisse est indépendante et peut avoir sa personnalité propre. D'ailleurs, à la Caisse, depuis 50 ans, la Caisse va avoir 50 ans cette année. La mission a toujours été très ancrée, très forte. Elle se décline en 3 points. Premièrement, de soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire. Et sur ce point-là, je vais attirer votre attention sur l'importance des mots qui sont choisis parce que la Caisse d'économie solidaire, au niveau de ses services aux entreprises, offre des services financiers aux entreprises de l'économie sociale, donc des OBNL, des coopératives, des syndicats et autres. Mais non seulement elle offre des services, mais dans le cadre de sa mission, elle veut véritablement participer au développement de l'économie sociale par une multitude d'initiatives exclusives, mais aussi par un ancrage très fort dans les différents réseaux là, de l'économie sociale qui sont très bien développés au Québec. Deuxième facette de la mission de la Caisse, c'est de conseiller les citoyens dans la gestion de leurs finances d'une façon judicieuse et socialement responsable, ce qui va être le cœur de notre atelier aujourd'hui. Et troisième point, de contribuer avec d'autres acteurs nationaux et internationaux au développement d'un mouvement de la finance solidaire. Cet élément-là est extrêmement intéressant parce que bien que la finance solidaire soit très marginale au niveau international, c'est extrêmement, je dirais, porteur de constater que pour les institutions financières, c'est possible d'avoir des modèles où la finance est véritablement mise au service de projets, puis de projets qui ont des impacts positifs au niveau collectif. Et il y a une multitude d'institutions financières à travers le monde qui se spécialisent dans ce type de finance-là. Ça existe, ça fonctionne et c'est un modèle très pertinent. Objectif de l'atelier aujourd'hui, l'épargnant militant, on va voir ensemble son parcours, ça ressemble à quoi? Je vais tenter aussi de vous donner quelques trucs pour vous outiller peut-être à passer à l'action là, si vous souhaitez arrimer votre gestion financière avec vos valeurs.
Deux petites questions pour, pour, pour lancer la discussion. Là, excusez-moi, je vais juste enlever ici le diapo. Juste m'assurer ici, on est censé voir les questions dans le sondage. Je ne sais pas si... ah, voilà, parfait. Donc, les deux questions viennent d'apparaître au niveau du sondage. Je vous invite à répondre aux questions pour que je puisse vous connaître un petit peu plus, connaître un peu plus l'auditoire aujourd'hui. Donc, première question, comment évaluez-vous vos connaissances en matière d'investissement responsable? Je vous laisse répondre à cette question-là. Et aussi, comment vous êtes accompagné, comment vous vous sentez accompagné au niveau des questions d'investissement responsable de la part de votre conseiller financier ou de votre institution financière. Donc, tout le monde peut répondre aux questions. Je m'excuse, je ne vois pas les réponses. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les réponses. Si Raphaël, tu peux m'aider à voir les réponses ou bon, mais à ce moment-là, je vais poursuivre. Oui, désolée, je prends la Oui, parole une seconde, oui, Francis. oui. Ça ne semblait pas très bien fonctionner le sondage, alors je vais relancer. J'invite les gens à cliquer aux deux réponses, puis en bas de leur écran, cliquer sur soumettre ou submit là, selon la langue de votre plateforme en ce moment. Je vais le relancer, mais peut-être que ça a un petit pépin technique parce que ça ne semble pas fonctionner. Je le relance, puis on essaye. OK. Donc, à ce moment-là, en attendant les réponses, j'utilisais ces deux questions-là d'entrée de jeu un peu pour tenter le pouls de l'auditoire, mais aussi pour comparer un peu où vous vous situez par rapport à la moyenne des investisseurs canadiens. Je vais mettre en relation ces réponses-là avec, pardon, avec deux réponses. En fait, en septembre dernier, pardon, il y a un sondage qui a été mené par l'Association canadienne de l'investissement responsable auprès de 1000 investisseurs canadiens. 1000 investisseurs canadiens, les données ont été pondérées par rapport aux données du recensement canadien, par rapport à la région, le sexe, l'âge, le niveau de scolarité, avec une marge d'erreur de 3 donc, je vais aller de ce côté-là, puis je reviendrai après voir si on a les réponses. Je vous présente deux questions qui ont été posées aux investisseurs canadiens dans le cadre de ce sondage-là. Première question, dans quelle mesure vous y connaissez-vous en matière de placement responsable incorporant les critères ESG? Ceux pour qui le terme ESG n'évoque rien, n'évoque rien actuellement, on va en parler dans les prochaines planches, mais vous pouvez constater que 75 des répondants sondés ont répondu qu'ils s'y connaissaient très peu ou qu'ils n'avaient pas du tout de connaissances au niveau de l'investissement responsable. Deuxième question que je vous présente, êtes-vous en accord ou en désaccord avec cet énoncé? J'aimerais que mon conseiller financier ou institution financière me renseigne au sujet de placements responsables qui correspondent à mes valeurs. Vous voyez au bas de la planche, 75 des gens sondés ont répondu qu'ils désiraient être informés sur l'investissement responsable. Et ici, je ne vous présente pas les résultats détaillés, mais si je vous avais présenté en fonction de l'âge, vous auriez pu constater que chez les 35 ans et moins, ce pourcentage-là s'approche de 85. Euh, donc, ce qui est intéressant avec ces deux questions-là, c'est qu'on constate qu'au Canada, les investisseurs, il y a un engouement certain et les gens veulent entendre parler d'investissement responsable, mais en même temps, leurs connaissances sont limitées. Donc, clairement, il y a un travail très important de la part des conseillers financiers, un travail important d'éducation au niveau de l'investissement responsable avec leurs clients. Je vais juste, excusez-moi, je vais retourner voir ici.
Bon, je ne vois pas de réponse au sondage. Je suis désolé de la situation. Donc, à ce moment-là, je vais poursuivre. Bon, en fait, ce que je voulais évoquer, c'était voir où l'auditoire vous vous situez par rapport à ça. C'est sûr que si vous êtes inscrit aujourd'hui à l'atelier, possiblement que vous avez un intérêt certain et peut-être certaines connaissances aussi plus élevées que la moyenne au niveau de l'investissement responsable. L'investissement responsable, d'où ça vient rapidement, durant le 20e siècle, plusieurs communautés religieuses qui ont donné naissance à un mouvement qui va devenir plus tard l'investissement responsable. Au départ, c'était de creuser la question de comment effectivement leurs fonds sont investis, puis de s'assurer qu'il n'y a pas des fonds qui sont investis dans des entreprises dont les valeurs ne correspondent pas aux leurs, entre autres dans le domaine de l'alcool, de l'armement, du tabac. Qui étaient des domaines, là, qui étaient des domaines dans lesquels elle ne voulait pas investir. Au niveau de Desjardins a été assez précurseur en lançant en 1990 le premier fonds d'investissement responsable, le fonds environnement, qui existe toujours dans la gamme aujourd'hui sous le nom de fonds sociétaire environnement. Depuis le début des années 2000, l'investissement responsable se développe là, à une très, très grande vitesse. Ça s'est développé premièrement du côté davantage des investisseurs institutionnels, dont plusieurs ont signé un engagement au niveau des principes de l'investissement responsable de l'ONU, les PRI dans notre jargon, pardon, dans notre jardin. Et maintenant, du côté des investisseurs particuliers, le mouvement est enclenché. Il y a vraiment énormément d'intérêt au niveau des particuliers par rapport à l'investissement responsable. Deux composantes de l'investissement responsable que je vous présente et qui vont être la trame de fond pour les prochaines diapos. Premièrement, la première composante, les investissements qui sont faits dans les marchés publics et dans les marchés privés. Donc, la façon dont l'investissement responsable est pris en considération au niveau des investissements dans les marchés publics, donc dans les marchés boursiers un peu partout sur la planète, et du côté des marchés privés, mais c'est les investissements directs qui se font dans certaines entreprises. On peut penser, par exemple, au Québec, au Fonds de travailleurs ou au capital régional et coopératif Desjardins qui fait des investissements de ce type-là. À plus grande échelle, on peut penser à la Caisse de dépôt et placement. Et du côté des investissements dans les marchés privés, mais les composantes d'investissement responsable peuvent aussi être prises en considération. L'autre élément, c'est l'utilisation des capitaux des institutions financières. On va voir que c'est un élément aussi très intéressant. Je vais vous présenter rapidement les stratégies en investissement responsable, mais avant ça, on va camper les critères. Donc, les fameux critères ESG que j'évoquais précédemment, le E pour environnement, le S pour social et le G pour gouvernance. Donc, l'investissement responsable utilise ces critères-là dans la sélection et dans la gestion des placements. Je vous donne quelques exemples de thèmes qui sont abordés en lien avec chacun de ces critères-là, mais ce sont quelques exemples parmi d'autres. Il y en a une multitude et d'ailleurs aussi, c'est en évolution et fréquemment, on voit des nouveaux thèmes qui apparaissent au niveau des discussions. Donc, premièrement, du côté environnemental, mais tout ce qui entoure les changements climatiques, la transition énergétique, la question de l'eau, de la biodiversité qui est très actuelle présentement, la sécurité des produits. Quelques exemples de thèmes au niveau du social, la façon dont les entreprises gèrent les normes du travail, l'application des normes du travail, la question des droits de la personne, de l'acceptabilité sociale aussi de certains projets, entre autres des projets d'exploitation de ressources naturelles dans des régions éloignées, la question de la santé, de la cybersécurité, de la protection de la vie privée, le travail carcéral, qui est un élément aussi intéressant, un thème qu'on a vu émerger dans les dernières années. Au niveau de la gouvernance, quelques exemples, diversité du conseil d'administration. D'ailleurs, on entend beaucoup parler, c'est très actuel présentement. C'était le thème d'ailleurs de la Semaine canadienne de l'investissement responsable à l'automne dernier. La rémunération des hauts dirigeants, c'est un thème aussi qui a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années. Le droit des actionnaires, les contributions politiques des entreprises, le régime de droit des actionnaires qui est en lien souvent avec la question de certaines actions multivotantes, donc qui donnent des droits de vote plus importants à certains actionnaires qu'à d'autres. Les plans de relève, la planification fiscale agressive aussi de certaines entreprises, qui est un thème en émergence là, du côté de l'investissement responsable. On va probablement en entendre parler beaucoup plus dans les prochaines années.
Les stratégies, donc ces thèmes-là, comment ils sont concrètement intégrés dans l'investissement responsable? La première stratégie, qui est celle qui a donné naissance à l'investissement responsable, qui est encore vastement utilisée dans le domaine d'investissement responsable, dans beaucoup de produits disponibles pour les investisseurs. C'est la question de l'exclusion de secteurs controversés. Donc, entre autres, les entreprises du domaine du tabac, de l'armement et du domaine du nucléaire, qui sont très souvent des secteurs qui sont exclus des investissements responsables. De plus en plus, on voit certains produits aussi qui vont exclure les énergies fossiles, entre autres, dans leur stratégie d'investissement. Ensuite, les deux encadrés que je viens de faire apparaître, c'est toute la question du travail concret du gestionnaire de portefeuille lorsqu'il veut intégrer et suivre une entreprise dans le portefeuille. Le premier encadré ici, des deux que je viens de faire apparaître, c'est le travail que les gestionnaires de portefeuille font, peu importe le type d'approche qu'ils mettent en place. Donc, c'est l'évaluation de la santé financière de l'entreprise. Ils veulent investir dans des entreprises qui ont un potentiel de plus-value, donc un potentiel de rendement financier, mais en contrepartie et dans un travail, je dirais, collaboratif, ils vont aussi évaluer la façon dont les entreprises mettent en place la façon dont les entreprises gèrent leurs pratiques environnementales, sociales et gouvernance. Donc, ça va être intégré ensemble au niveau des décisions d'investissement et au niveau des suivis avec les entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration des critères ESG ou ce qu'on entend aussi des fois dans le marché, les critères extra-financiers. Ensuite, troisième stratégie, l'investissement thématique. Mais l'investissement thématique, les investisseurs, les gestionnaires tentent de mettre l'emphase sur un ou plusieurs critères en particulier ou thèmes. D'ailleurs, dans la création des produits, donc les manufacturiers de produits, entre autres, le thème de l'environnement présentement est présent d'une façon prépondérante dans plusieurs produits d'investissement, mais il y a aussi d'autres thèmes qu'on voit au niveau des critères sociaux et de gouvernance. Quatrième stratégie et non la moindre, engagement des actionnaires. Ce point-là est extrêmement important parce que c'est une distinction fondamentale avec le travail, disons, plus traditionnel des gestionnaires de portefeuille qui était vraiment par rapport aux perspectives et à la santé financière d'une entreprise. Donc, dans l'investissement responsable, il y a un dialogue qui est mis en place avec les entreprises. Un dialogue pour amener les entreprises à fournir de plus en plus de données sur leurs pratiques, donc à avoir une divulgation de leurs pratiques et de leurs résultats plus clairs. Et les gestionnaires de portefeuille, dans ces échanges-là, tentent d'amener les entreprises à s'améliorer. Depuis le début des années 2000, mais ça s'est énormément développé. Les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus habituées de se faire challenger ou de se faire questionner sur les critères ESG et sur la façon dont elles intègrent ces critères-là. Donc, les entreprises sont plus ouvertes aujourd'hui à ces discussions-là, mais dans certains cas, ça peut arriver quand même que certains thèmes en particulier ou certaines entreprises peuvent être réticentes là, à bien répondre au dialogue. Et à ce moment-là, les gestionnaires peuvent soumettre des propositions. Donc, dans le cadre des assemblées d'actionnaires, soumettre des propositions qui vont ensuite passer au vote pour amener les entreprises à prendre position, à se fixer des cibles, par exemple, et vraiment à développer des meilleures pratiques. Et dans tous les cas, au niveau de l'investissement responsable, la gestion du droit de vote, donc s'assurer que pour les actions qu'ils détiennent, les gestionnaires vont exercer leur droit de vote pour tenter d'influencer les décisions dans les assemblées d'actionnaires. L'investissement responsable, une bonne cause. Je vous amène au bas de la diapo, ici avec les trois flèches. Ces trois flèches-là, parce qu'ici, je vais vous présenter une gradation des différentes stratégies d'investissement en lien avec ces trois flèches-là qui sont ce que les investisseurs recherchent dans une stratégie d'investissement. Hein, dans la grande majorité des stratégies, les investisseurs vont rechercher d'abord et avant tout des rendements et des rendements concurrentiels. Dans certaines stratégies, les investisseurs vont aussi vouloir gérer les risques liés aux facteurs ESG. Mais d'un point de vue financier, parce qu'une entreprise qui gère mal les questions ESG ou qui n'est pas transparente sur ces questions-là peut représenter un risque financier plus élevé. Et enfin, le troisième élément, les retombées.
Donc, il y a certains investisseurs qui vont aussi vouloir générer des retombées plus directes et idéalement mesurables. Donc, dans cette gradation-là, on commence avec l'investissement traditionnel où les critères ESG sont quasi absents des considérations. Donc, c'est vraiment la question, les données financières qui priment. Au niveau de l'investissement responsable, ici, on intègre les facteurs ESG, mais principalement par rapport à une question de gestion de risque, hein, s'assurer de ne pas nuire au potentiel de rendement en gérant adéquatement ces risques-là. Ensuite, investissement thématique. Là, du côté de l'investissement thématique, on commence à axer davantage sur davantage de retombées concrètes, en ciblant un ou plusieurs thèmes au niveau de l'investissement responsable. Dans ces trois stratégies-là, c'est quand même le rendement qui est d'abord et avant tout l'élément visé. Donc, les considérations ESG arrivent en second rang pour ce qui est de l'investissement responsable et de l'investissement thématique. L'investissement d'impact, je trouve ça intéressant de le positionner parce qu'on entend parler de plus en plus de ce thème-là ou avec ce vocabulaire-là. Au niveau de l'investissement d'impact, mais là, à ce moment-là, les gestionnaires de portefeuille vont avoir une approche où ils vont avoir tendance à être plus patients avec le capital pour tenter de générer des retombées plus concrètes. Des retombées plus concrètes et idéalement des retombées qui vont être mesurables. Mais la question du rendement est quand même une question importante, bien qu'elle arrive au second rang des objectifs. Et enfin, la philanthropie, mais au niveau de la philanthropie, l'objectif est clairement de générer des impacts directs. Le rendement financier est souvent exclu de la question, quoi qu'il peut l'être quand même dans certains cas. Le rôle des institutions financières dans tout ça, dans les planches précédentes, j'ai parlé de la première composante, donc l'utilisation les investissements dans les marchés publics et privés, qui, pour l'investisseur militant ou pour la personne militante, ce qui est un premier levier sur lequel elle peut agir en choisissant des produits d'investissement responsables. La deuxième composante, donc l'utilisation des capitaux des institutions financières. Je mets ça en relation avec l'accord de Paris qui a été signé en 2015. En 2015, il y a plusieurs pays qui se sont entendus pour se fixer des objectifs pour tenter de limiter la hausse des températures à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et il y a un point spécifique dans l'accord, le point 1C de l'article 2, qui lie les institutions financières à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, les institutions financières des pays signataires devraient être un des outils permettant aux pays d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. En 2019, dans le Guardian, il y a eu un article intéressant qui a été publié. Là. Il y avait une interview avec Mark Carney, président de la Banque d'Angleterre, qui mentionnait que l'analyse des projets dans les banques anglaises avait été faite et les banques avaient tendance à se positionner dans des projets assez polluants. À ce moment-là, en 2019, si tous les projets dans lesquels les banques anglaises avaient annoncé des engagements se concrétisaient, bien, ces projets-là avaient tendance à générer une augmentation de température plus de l'ordre de 4 degrés. Donc, à ce moment-là, ce qui avait été mis en lumière, c'est que l'intégration des critères ESG au niveau des projets comme critères pour la sélection des projets dans lesquels les institutions financières décident de s'engager était peut-être pas suffisamment pris en compte. Deuxième rôle pour les institutions financières, c'est le développement de produits financiers pour permettre aux investisseurs d'investir d'une façon cohérente avec leurs valeurs. Et pour ça, s'assurer que les produits financiers sont cohérents avec l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Même si en investissement responsable, la question de la mesure des impacts réels comporte encore certaines difficultés. Ici, c'est la question du principe de précaution. Le principe de précaution devrait être de rigueur pour, au minimum, s'assurer de ne pas nuire. Donc, s'assurer que les institutions financières, dans les produits qu'ils développent, qu'il n'y a pas d'investissement dans, disons, les entreprises les plus polluantes de la planète ou dans certaines entreprises qui pourraient avoir des pratiques sociales très douteuses. Donc, ici, dans le choix de son institution financière, le militant peut avoir un impact important, entre autres en questionnant son institution financière sur la façon
dont ces dépôts sont utilisés. Parce que quand un déposant met de l'argent dans son compte à son institution financière ou achète un certificat de dépôt, concrètement, il prête son argent à l'institution financière. Et les institutions financières ont pris l'habitude de rendre très peu de compte sur la façon dont ils utilisent ces dépôts-là et le pouvoir du militant de questionner son institution financière, le pouvoir que ça fasse boule de neige sur le développement de meilleures pratiques est quand même très pertinent. Et dans ce sens-là, ben, les deux composantes s'intègrent en une au niveau du choix de l'institution financière. Donc, pour l'investisseur militant, d'avoir une institution financière qui est engagée, c'est un choix cohérent avec ses valeurs. Je vous donne rapidement quelques exemples de façon dont les critères ESG sont vécus à la Caisse d'économie solidaire. Parce que c'est ancré dans les façons de faire à la Caisse là, depuis longtemps. Au niveau environnemental, quelques exemples, entre autres les assemblées générales de la Caisse qui sont éco-responsables. La Caisse, en 2020, s'est engagée à mesurer son empreinte carbone. Et à la Caisse, il y a plusieurs mesures pour inciter l'utilisation du transport en commun chez les employés. Au niveau social, la Caisse, par son rôle d'acteur dans le développement de l'économie sociale, les retombées sociales sont clairement très fortes à ça. Et la Caisse joue ce rôle-là, comme je vous disais, par sa présence dans les différents, dans l'écosystème de l'économie sociale, mais aussi par le développement d'outils exclusifs et complémentaires aux prêts, comme la ristourne collective, la garantie solidaire ou les bourses, le programme de bourse Jeunes entreprises collectives. Au niveau de la gouvernance à la Caisse, les membres du CA sont bénévoles et ces membres-là sont issus des différents secteurs de l'économie sociale, du réseau syndical et communautaire. Et des administrateurs bénévoles dans une institution financière, c'est assez marginal. À la Caisse, les conseillers n'ont aucune rémunération incitative. C'est un autre élément qui est très rare dans le domaine financier. À la Caisse, les employés sont syndiqués et la diversité culturelle et de genre est très présente à la Caisse, autant dans les équipes de direction que chez l'ensemble des employés. Ici, je vous présente une autre question qui va pouvoir servir aussi pour les échanges à la toute fin. Je vais juste ici sortir pour aller voir si là, ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez apparaître la question 3 du sondage. Lequel parmi les critères ESG est le plus important pour vous? Le critère environnemental, le critère social, le critère de gouvernance, ou bien vous pouvez répondre les 3 critères. Je vous laisse répondre, voir si cette fois-ci, je réussis à visualiser vos réponses. Raphaël, je vais te laisser me faire signe si ça fonctionne au niveau des réponses. En attendant, je vais revenir dans la présentation. Bon. Je vous présente un des visuels pour la campagne REER 2001 de la Caisse d'économie solidaire, la campagne REER sans pétrolière. Peut-être qu'à la fin, là, on va avoir les réponses sur la question qui vient d'être posée. Nous, à la Caisse, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on voit que c'est souvent le volet environnemental présentement qui est assez porteur pour amener les gens à passer à l'action. D'ailleurs, depuis plus de 5 ans, on constatait à la Caisse là, une très forte demande, de la part de nos membres pour investir d'une façon cohérente avec leurs valeurs environnementales. Depuis, la Caisse communique souvent avec ses membres par rapport aux enjeux environnementaux et la Caisse d'économie solidaire articule sa campagne REER annuelle autour du thème du REER sans pétrolière. Comme vous voyez, un des visuels de la campagne cette année. Je vous présente Mme Allard, Mélanie Allard. Elle a été, dans les dernières semaines, là, elle a été en contact avec la campagne REER sans pétrolière de la Caisse. Ça l'a surpris, elle a trouvé ça intéressant. Elle a pris le temps de se renseigner sur la Caisse et après avoir fait quelques recherches, elle a décidé de devenir membre à la Caisse d'économie solidaire. C'est qui, Mme Allard? C'est une Montréalaise de 32 ans, mère de deux enfants. Elle travaille dans le domaine de la santé comme travailleur social et la question des changements climatiques suscite un grand intérêt pour elle et d'ailleurs l'inquiète aussi. Hein. Elle a certaines craintes, elle se demande un peu dans quel monde ses enfants vont pouvoir grandir.
Et elle se prépare à venir rencontrer son conseiller financier à la caisse pour la première fois. Dans cette rencontre-là, je rencontre Mme Allard au bureau, dans une rencontre post-pandémie. Et on échange, évidemment, on prend le temps d'apprendre à se connaître plus personnellement, on discute. Et au fil de la rencontre, elle me pose certaines questions très pertinentes là, que je vais vous en présenter quelques-unes. Mme Allard me demande, j'ai entendu dire qu'avec l'investissement responsable, mes rendements seraient plus faibles. Est-ce que c'est vrai? Ma réponse à Madame Allard, en fait, cet élément-là, c'est un mythe. C'est un mythe, mais je dirais que c'est un mythe très tenace, dont on entend encore régulièrement des gens qui ont cette impression-là, qu'avec l'investissement responsable, ils vont devoir renoncer à du rendement. Depuis 1970, il y a 2000 études, il y a plus de 2000 études qui ont été publiées sur le sujet et 90 de ces études-là ont mis en lumière que l'intégration des critères ESG avait un impact positif ou neutre sur les rendements. Donc, il y a très peu d'études, on le constate, qui ont fait un lien avec des rendements plus faibles. Donc, l'investissement responsable, clairement, ce n'est pas une renonciation au rendement. Une autre question que Mme Allard me pose pendant notre entretien, parce que la question des changements climatiques, elle a ça très à cœur et elle veut s'assurer que ces investissements font du sens là, avec ses valeurs. Et elle a entendu dire, elle me mentionne, j'ai entendu dire que les produits d'investissement responsable n'étaient que du greenwashing. Comment être sûr que ce n'est pas le cas? Hein, la question du greenwashing, on a entendu ça régulièrement dans les médias. Euh, Ma réponse à Mme Allard, je lui explique que premièrement, la question de la mesure des impacts en investissement responsable, hein, ça suscite encore plusieurs problématiques. De plus, en Amérique du Nord, la taxonomie, donc la taxonomie, c'est l'ensemble des critères et des définitions qui entourent l'investissement responsable. Cette taxonomie-là ne fait pas de consensus encore. Tandis que du côté de l'Europe, l'Europe est beaucoup plus avancée et l'encadrement de l'industrie de l'investissement responsable est plus fort. Donc, le mythe autour du greenwashing vient en partie du fait du manque d'uniformité dans l'industrie. Par contre, il y a quand même des sources d'informations hein, pour se faire une tête là, individuellement, savoir si est-ce que, est-ce que la structure que je mets en place elle est pertinente, est-ce que je reçois des bons conseils de la part de mon conseiller financier. J'offre à Mme Allard le rapport annuel 2020 sur l'investissement responsable de Desjardins. À chaque année, Desjardins publie un rapport qui explique concrètement comment l'investissement responsable qui explique les pratiques d'investissement responsable dans les produits d'investissement chez Desjardins. En expliquant, entre autres, en donnant plusieurs exemples de dialogue avec des entreprises, donc comment certaines entreprises ont su s'améliorer grâce aux dialogues qui sont faits avec elles, et plusieurs exemples d'entreprises aussi qui ont le potentiel d'avoir des impacts positifs au niveau environnemental, mais au niveau social aussi. Desjardins produit ça, mais d'autres institutions financières qui sont actives dans le domaine d'investissement responsable produisent aussi des rapports de ce type-là. Donc, ça peut être très, très pertinent à consulter. D'ailleurs, j'ai remis une copie du rapport à Mme Allard. Au niveau des sources, en dehors des institutions financières, des sources peut-être plus neutres au niveau des données. Une des données que j'aime beaucoup, moi, c'est la revue Corporate Knights. La revue Corporate Knights qui, à chaque année, fait son EcoFund Rating. L'EcoFund Rating de Corporate Knights, c'est un classement où ils mettent en relation les différents produits, les différents fonds communs et les fonds négociés en bourse aussi maintenant qui sont disponibles dans le marché et leurs répercussions environnementales. Donc, c'est intéressant quand on investit dans des produits de ce type-là, d'aller voir l'EcoFund Rating pour voir est-ce que les produits financiers dans lesquels j'investis se classent dans le haut du palmarès ou très loin plus loin dans le palmarès. Au niveau des sources financières, les compagnies Morningstar et Fondata aussi qui ont des outils pour permettre aux conseillers financiers de comparer certains produits au niveau de l'investissement responsable et au niveau de l'intégration des critères ESG ou aussi au niveau d'un facteur de durabilité qui est plus l'élément utilisé chez Morningstar.
Plus loin lors de la rencontre, là, à la toute fin de la rencontre, Mme Allard me mentionne qu'elle trouve ça intéressant. Là, on discute d'investissement responsable depuis un moment et elle me demande c'est quoi ma formation? Qu'est-ce que j'ai fait en investissement? Qu'est-ce que j'ai fait comme formation en investissement responsable pour la conseiller comme ça et répondre à ses questions? Je trouvais que cette question-là était aussi très pertinente à présenter parce que la question de la spécialisation en investissement responsable, c'est d'abord et avant tout un choix personnel du conseiller. Euh, L'Autorité des marchés financiers et la Chambre de la sécurité financière qui encadrent la pratique des conseillers financiers au Québec n'obligent aucune compétence comme telle de la part des conseillers sur les questions d'investissement responsable. Personnellement, j'ai suivi des formations avec l'Académie des PRI, donc des principes de l'investissement responsable, et aussi avec l'Association canadienne de l'investissement responsable, des formations qui m'ont permis d'obtenir une certification m'autorisant à porter le titre de spécialiste en investissement responsable. Mais il existe aussi d'autres façons d'obtenir des formations pertinentes en investissement responsable, entre autres l'Université Concordia qui offre un programme en investissement responsable. Et là, je ne l'ai pas mentionné ici, mais l'Université de Sherbrooke aussi met ce thème-là de plus en plus d'une façon importante dans ses cours de finance. Pour conclure, comment résumer le parcours du militant? Vous pouvez constater que j'ai très peu parlé de produits d'investissement responsable qui existent dans le marché. Peut-être qu'il va y avoir certaines questions par rapport à ça. Mais ce que je voulais mettre en lumière, ce qui est à mon avis l'enjeu central pour la majorité des investisseurs, ce n'est pas nécessairement tant le choix des produits financiers, mais plutôt le choix le choix du conseiller qui va vous accompagner. Donc, de trouver un conseiller financier qui va être un guide compétent par rapport à l'investissement responsable, qui va être capable qui va pouvoir s'intéresser à son client au-delà du rôle traditionnel du conseiller. L'investissement responsable évolue à un rythme très rapide. Il y a énormément de nouveaux produits qui sont disponibles régulièrement et les thèmes aussi abordés au niveau de l'actionnariat engagé dans les discussions avec les entreprises, ça évolue beaucoup. Euh, et dans le travail relationnel que le conseiller joue avec ses clients, ben, l'investissement responsable n'est pas figé dans le temps, hein. C'est important d'avoir des discussions ouvertes et en continu sur ce sujet-là pour s'assurer que ça demeure une pierre importante, une assise importante dans la gestion financière. Donc, je vais laisser la parole, sur ça, je vais laisser la parole à Martin Pierre pour la période de questions. Je vais ici. Merci Francis. Merci pour ce tour d'horizon à une trentaine de minutes donc pour nous informer de la sorte. Nous sommes rendus à la période de questions et je vais donc prendre quelques questions. Pour commencer, il y a Marie-Reine qui a une question. On peut commencer avec Marie-Reine. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très Oui, bien. parfait. OK. Alors, on a vu dans les journaux à la fin de décembre qu'il y avait des études qui démontrent que les grandes banques canadiennes n'ont pas réduit leur financement dans l'industrie du combustible, dans les combustibles fossiles, mais, et puis d'autre part, ils proposent des produits d'investissement responsables. Ça suscite évidemment des critiques, là. Qu'est-ce qu'il y en est, de la Caisse d'économie solidaire et du Mouvement Desjardins? Ben, c'est une excellente question. Puis en fait, c'est vrai, là, il y a une étude qui a été publiée là, à la toute fin de 2020 sur le sujet. C'est la question justement de l'intégration, de la prise en considération des critères ESG dans les projets d'investissement, dans les décisions d'investissement des institutions financières. C'est une question qui est très importante. Et c'est pour ça que je l'évoquais tantôt dans l'atelier comme étant un des pouvoirs, un des points importants sur lesquels l'investisseur a un pouvoir, hein, de questionner son institution financière sur la façon dont elle utilise les dépôts qui sont faits.
Du côté de Desjardins, ben, il y a quand même eu un moratoire il y a quelques années sur tous les investissements en énergie fossile. Je dirais que quand on compare la situation de Desjardins par rapport aux autres institutions financières majeures au Canada, on peut être très encouragé par la situation. Mais je dirais quand même que d'une façon générale, la prise en considération des critères ESG par les institutions financières, ça pourrait être amélioré, bien qu'on voit que, il y a que c'est un mouvement qui est enclenché, mais c'est un mouvement qui pourrait s'accélérer avec un peu plus de pression de la part des clients des différentes institutions financières. Je vois. Merci donc, Francis. Il y a Sarah, je pense, qui demande quelques exemples de produits, si je comprends bien. De produits? Oui, peut-on avoir des exemples de produits financiers? Oui, bien sûr. Mais au niveau, je vais répondre peut-être plus par disons, des catégories d'actifs. Si on revient à nos critères ESG, je disais que l'investissement thématique s'est développé d'une façon importante et c'est beaucoup sur certains thèmes que les institutions financières développent leurs produits, entre autres sur la question environnementale. Tout ce qui a rapport aux obligations environnementales. Donc, il existe des fonds d'obligations environnementales dans le marché. Ici, dans une portion de placement à revenu fixe, on peut s'assurer d'avoir, ou disons, on peut augmenter nos chances d'avoir des répercussions environnementales importantes. Tous les produits aussi qui se développent, soit des produits par rapport aux investissements en technologie verte, les produits sans pétrolière. On voit plusieurs fonds qui portent le nom de sans combustible fossile. Et ces produits-là se sont développés et sont présentement disponibles dans la vaste majorité des institutions financières, autant en fonds communs de placement qu'en fonds négociés en bourse. Euh, donc, je m'arrêterai là pour la réponse, à moi qui avait vraiment une demande d'avoir des noms de produits, là. OK, merci. Donc, on continue nos questions. Il y a quelqu'un du TIES qui a levé la main. Je n'ai pas le nom, mais je vais vous laisser la parole. Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que les fonds de travailleurs au Québec, fonds FTQ, Flaction, tout ça font partie des options d'investissement responsable en fonction des critères ESG? Merci. C'est une excellente question. La réponse est clairement oui. Entre autres, au niveau de Fonds d'Action, Fonds d'Action qui fête ses 25 ans, la question du développement durable a toujours été centrale là, au niveau des investissements chez Fonds d'Action et ils ont été assez précurseurs à développer une approche avec aucune exposition aux énergies fossiles. Au niveau du Fonds de solidarité FTQ, le fonds a aussi annoncé des positions assez intéressantes de diminution de leur empreinte carbone. Donc, je dirais que les engagements sont pris et ce sont des investissements responsables qu'on peut clairement qualifier de verts. Et puis, même dans un mouvement plus large, je sors un peu des fonds de travailleurs, mais au niveau, entre autres, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, il y a aussi eu des avancées très importantes depuis plusieurs années sur l'investissement responsable. Merci. Merci. On a une autre question. Certains disent que les produits donc, sont plus risqués et comportent des frais de gestion plus élevés. Est-ce que c'est vrai, Francis? En fait, oui et non. Ils sont plus risqués, c'est clair que non. Plus risqué, en fait, c'est qu'il y a encore la question, entre autres les produits sans pétrolière. Moi, disons, si je recule 4, 5, 6 ans en arrière, quand on accompagnait des investisseurs dans le fait de décarboniser leur portefeuille puis d'avoir aucun investissement en énergie fossile, à ce moment-là, il y avait peut-être une question de risque plus importante de ne pas être investi dans le domaine des énergies fossiles. On a vu que depuis 3 ans, ça a été un facteur de protection important de ne pas être investi dans ce domaine-là parce que c'est un secteur financier qui est très sous pression présentement. Mais d'une façon très théorique, sur le long terme, il pourrait y avoir des gestionnaires de portefeuille qui mentionnent que d'être complètement absent d'un secteur de la bourse, ça peut augmenter le niveau de risque. À mon avis, si le portefeuille est très bien diversifié
et que ce sont seulement quelques rares secteurs qui sont exclus, on peut quand même avoir une diversification très optimale et avoir un risque très contrôlé. Autre élément du côté des frais, mais du côté des frais, je dirais que c'était surtout la question de l'offre et de la demande. Principalement dans les années 2000 et de 2000 à 2010, là, il y avait peu de produits qui étaient disponibles sur le marché. Et quand il y a moins de produits qui sont disponibles, nécessairement, il y a moins de compétition, donc il y a moins de pression sur les compagnies de fonds à diminuer leurs frais. Mais aujourd'hui, rendu en 2021, les frais des fonds communs d'investissement responsable ou des fonds négociés en bourse d'investissement responsable sont tout à fait comparables à ce qui se fait dans l'industrie. Et puis, j'en profite parce que j'ai vu un petit commentaire d'un participant par rapport aux obligations communautaires. Juste une petite parenthèse, c'est effectivement aussi un investissement responsable qui peut être très intéressant, qui existe aussi de façon ponctuelle là, dans le marché. Merci Francis. Une autre question, quels sont les organismes qui proposent des produits en investissement responsable au Québec? Est-ce que les banques traditionnelles aussi en proposent? C'est qui les organisations qui proposent? Oui, effectivement, la plupart des institutions financières ont des produits. Je dirais qu'à mon avis, présentement, clairement, Desjardins est une figure de proue là, au niveau du développement des produits de l'investissement responsable, mais à la Banque, à la Banque de Montréal, à la Banque Royale, ils ont développé une approche, ils ont des produits sans pétrolière depuis quelques années. Au niveau des fonds négociés en bourse, la plupart des manufacturiers, des compagnies comme Manuvie, comme la Banque TD, comme Desjardins ont des produits sans énergie fossile ou des produits en investissement responsable. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, là, c'est disponible partout. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on est capable d'avoir des réponses pertinentes à nos questions parce que dans l'atelier, quand j'évoquais que les investisseurs canadiens veulent en entendre parler, mais qui ont peu de connaissances, mais il faut que les conseillers soient capables de bien aiguiller les consommateurs sur la question de l'investissement responsable. Et puis ici, je vais vous donner mon opinion personnelle. Là. À mon avis, présentement, il y a un certain décalage. Et puis, il y a certains conseillers financiers qui ne sont peut-être pas à jour là, au niveau de l'investissement responsable. Donc, c'est important de poser des questions. Quand tu dis de poser les questions, ce serait quoi les meilleurs outils donc pour permettre de connaître leur performance et de nous aider aussi pour aller poser nos questions? Ben, je dirais premièrement, c'est de tenter d'avoir des sources neutres pour se faire une tête. J'en présentais quelques-uns tantôt, entre autres l'EcoFund Rating de Corporate Knights qui publie à chaque année, qui est extrêmement pertinent. Et puis d'ailleurs, c'est avec fierté que je peux dire qu'il y a un fonds Desjardins qui est dans le top 3 depuis 3 ans dans ce classement-là, parmi d'autres fonds très intéressants qui existent dans le marché. Martin Pierre, peux-tu me redire la question? Je pense que j'ai perdu le fil un peu. Oui, Excuse-moi. je disais quels sont les meilleurs outils pour nous préparer à Oui. poser toutes ces questions-là. Bon. Donc, de faire quelques recherches justement sur Internet et il y a beaucoup de données aussi quand je présentais le rapport d'investissement responsable de Desjardins. Bien, sur les sites des institutions financières, il y a des sections sur la plupart des banques, il y a des sections sur l'investissement responsable. Il y a certaines informations qui sont là déjà, donc on peut se faire une tête. Mais je dirais que l'autre enjeu extrêmement fondamental pour moi, c'est l'utilisation des capitaux des institutions financières parce qu'il faut que ce soit cohérent. Quand on dit que les banques les banques canadiennes sont encore extrêmement présentes dans le domaine des énergies fossiles, l'accélération de la transition énergétique, elle va se faire par des prises de position puis par des choix pour les institutions financières. Les institutions financières sont un acteur majeur dans cette transition-là. Donc, je pense que les investisseurs ont un pouvoir très important de ce côté-là. Et poser la question à votre conseiller financier, comment vos dépôts sont utilisés par votre institution financière. Je pense que vous allez être peut-être surpris de la réponse des conseillers. Là.
Une autre question, comment on prend rendez-vous avec Francis? Donc, ça, c'est très facile. Il va falloir que tu envoies tes courriels. Je vais essayer d'aller prendre d'autres questions pour... y a-t-il des gens qui abandonnent faute d'être bien conseillés par rapport à tout ça? Parce que c'est sûr que ça attire, mais est-ce qu'on se lance là-dedans et après on se dit, oh, désillusion, on quitte? Ben, j'aime beaucoup cette question-là, puis je dirais oui, ça peut arriver. Mais je dirais que comme conseiller financier, quand on parle d'investissement responsable, je pense qu'il faut aussi être capable de bien doser les attentes, hein, des investisseurs. Parce que quand on est un militant ou quelqu'un qui est engagé, puis qu'on investit en investissement responsable, on investit d'abord et avant tout dans des investissements qui cadrent dans le modèle financier actuel. Donc, un modèle financier qui parfois amène pas nécessairement qui peut amener parfois un écart, hein, grandissant entre les riches et les pauvres. Donc, cet élément-là est important, là. Merci. Une dernière question avant de nous quitter. Martine, ça va? Je ne sais pas, est-ce que tu veux poser ta question? Ah, Martine n'est pas là. C'est beau. Bon, je vais poser la question de Martine. Existe-t-il des fonds indiciels responsables? Oui, ça existe. Ça existe des fonds indiciels responsables. Ça va être principalement du côté des fonds négociés en bourse. De la façon que ça fonctionne, ces fonds-là, c'est qu'habituellement, ils vont être liés à un indice, mais un indice faible en carbone. Hein, dans le marché, entre autres, la compagnie MSCI est une firme qui développe une multitude d'indices liés à différentes composantes du marché et il existe des indices à plus faible empreinte carbone. Donc, les fonds négociés en bourse d'investissement responsable, habituellement, indiciels, vont être liés à des indices de ce type-là. Mais du côté des fonds négociés en bourse, il existe aussi des fonds responsables à gestion active. Il existe vraiment de tout maintenant. Tout ce qu'on a dans les placements traditionnels, on a maintenant ça aussi en investissement responsable. Ben, merci beaucoup, Francis. Je pense que nous sommes rendus à la fin donc, de notre heure. Et au nom de tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont participé, donc j'aimerais te dire un gros merci de nous avoir éclairés, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est sûr que ce n'est qu'un premier, disons, contact avec plusieurs personnes. On pourrait aller plus loin et peut-être se donner un autre rendez-vous. Et vous avez aussi le courriel de Francis pour ceux qui veulent le contacter. Je ne saurais terminer non plus sans dire merci à Raphaël et tous ceux qui ont été derrière pour nous permettre donc de faire ce travail. Et merci à la Maison donc, du développement durable. Merci à Christian Corbeil donc, pour cette introduction. Et on se donne rendez-vous pour une autre fois, mais surtout notre rendez-vous, ce serait d'investir responsablement pour continuer donc à faire en sorte que notre planète aille mieux. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.